je t'en prie, la place est tienne. Ok, Et bah ils n'ont pas nos parfait. têtes, donc on a coupé pour qu'il y ait le maximum de flux vidéo et on peut faire des grimaces dans notre coin sans souci. Super, vous pouvez vous curer le nez, c'est parfait. Exactement. Euh, Bah du coup, pour le petit plan, j'ai prévu de commencer à parler de Black Arch, donc présenter un peu ce que c'est, donner des petites stats, montrer des exemples de comment packager des outils, etc. Parler un peu de c'est quoi le travail d'un maintainer, etc. Euh, Après, j'ai prévu de faire une micro-parenthèse, vu qu'on avait dit qu'on en parlerait un peu et tout, sur le Rosec Inventory, mais vraiment pas très longtemps. Yes. Juste histoire de donner deux trois stats et tout. Et pareil, de donner deux trois stats sur mon GitHub perso, mais vraiment très très rapidement sans m'attarder dessus. Et après, du coup, partir sur une deuxième partie, une deuxième grande partie sur l'open source, donc donner un peu des anecdotes, des petites histoires, des stats, et puis des trucs un peu plus philosophiques et tout. Donc voilà, en gros, Donc on fait open source et philosophie là. c'est ça. Let's go. J'ai pas menti, hein, dans l'annonce, ça va être vraiment sur Black Arch et sur l'open source. Donc première partie du coup sur Black Arch, pour ceux qui connaissent pas. C'est une petite distribution Linux pour le pentest et pas que, pour la sécurité en général, sur un peu tout. Du coup, qui est basée sur Arch Linux. Donc la petite particularité par rapport au Kali ou au Parrot que vous connaissez, etc. En dehors du fait que c'est pas basé sur Debian, du coup, c'est que dans Kali, etc., je crois qu'il doit y avoir environ 500 outils, un truc comme ça dedans. Et que sur Black Arch, on a la modique somme de plus de 2880 outils. Donc c'est un peu, c'est rare qu'il y ait un outil qu'on cherche et qui soit là-dessus. On va dire que c'est ça l'intérêt. Euh, Hop, donc ça c'est le GitHub. Donc là c'est un peu toute la liste des catégories d'outils qu'il y a. Donc c'est juste pour histoire de montrer que il y a plein de, il y a vraiment tout, donc des outils de forensique, des assemblages, de crypto, pour attaquer du Windows, de la radio, bien sûr du web, etc. Donc ça c'est des groupes au sens Arch Linux, donc on peut faire un pacman-s et installer tout un groupe, c'est fortement déconseillé. Par exemple, je crois que dans le groupe web, il y a genre plus de 1000 outils et ça va vous prendre genre 10 gigas ou 15 gigas ou un truc comme ça. Est-ce que Et tu as vous allez bypass URL parser? Question pour l'ego bien entendu. euh, Dans les tools web. euh, bonne question. Et Aïe si aïe c'est aïe. pas le cas, ça peut s'ajouter rapidement. Il suffit de faire Parce une PR. que bah si t'es chaud, si t'es chaud après cette vidéo, pourquoi pas. Mais sinon je pourrais l'ajouter. D'ailleurs c'est assez pratique des fois au boulot. Parce que souvent, en fait, dans les différentes boîtes que j'ai fait, il y a la moitié de l'équipe qui utilise Arch Linux avec les repos de Black Arch. Et du coup, quand il y a un nouveau outil qui sort ou un truc comme ça, qui font «Eh, tu veux pas ajouter tes trucs?» Le soir, je rentre chez moi, hop, je fais un petit package et build, et puis le lendemain, c'est C'est bon, de c'est dans les repos. l'exploitation ça. C'est de l'exploitation. Faut le faire compter en heures sup en mode oui, je suis votre maintainer personnel. Mais Alors des fois, je le fais aussi sur mon temps du boulot, en mode si c'est un outil que j'ai besoin pour le boulot, du coup, je fais bon, bah vas-y, je prends une heure ou deux, histoire de. ouais, legit, legit. Mais pour le coup, moi je me rappelle de l'époque, avant de repasser sur Ubuntu plus Regolith, c'était du i3 Manjaro, donc Arch. Et clairement, je m'étais mis les paquets officiels Black Arch parce que c'est un gain de temps, mais conséquent quoi. T'as besoin d'un truc, boum boum, ça y est, c'est installé, c'est setup. Mais bon, c'était avant Docker tout ça. Et Ouais, il y a la team Exegol. Il y a la team Exegol.
Oh, même la team Docker tout court, hein. Tu prends la latest sur un guide, tu le mets sur un Docker fresh avec la bonne version de Python ou de Node, ou de que c'est quoi, que sais-je. Ouais, clairement, il y a Les écoles. plusieurs possibilités valables, hein. Donc en gros, ouais, je vois que dans le chat qu'il y a des gens qui disent 22 gigas, etc. Donc effectivement, il y a un truc qui existe et que je vous déconseille, c'est l'ISO-Full avec tout dedans, sachant que ça ne sert à rien parce que vous allez utiliser moins de 1% des outils. Et ça va vous apporter plein de problèmes parce qu'il y aura toujours des petits conflits entre plusieurs outils et tout ça. Donc l'ISO-Full, oubliez-la. Et du coup, on a principalement une net install avec, comme son nom l'indique, rien d'installé, et puis c'est vous qui choisissez ce que vous voulez rajouter, et une ISO Slim avec, je pense, les 50 outils les plus communs, les plus utilisés, etc. C'est pas mal, la Donc, base image avec seulement 800 mégas, c'est quand même relativement clean pour un truc avec tout à portée de main, quoi. c'est ça. Donc Relativement clean. voilà. Sachant que moi, ce que je recommande perso, ce que je fais, c'est que j'utilise pas un des ISO. C'est qu'en fait c'est 100% compatible avec Arch Linux. Donc en gros, en fait, si on voulait, ça pourrait être disponible vraiment comme un repository supplémentaire. Donc en fait, ça s'installe aussi on top of Arch Linux. Donc tu peux installer ton Arch ou ta distri basée sur Arch et venir juste rajouter un repository et ça te fait en plus du repository core et extra, bah t'as un repository Black Arch avec tous les outils dedans. Donc même pas obligé d'utiliser un ISO ou quoi, ça peut se rajouter sur de l'existant. Il y a beaucoup de disparités entre les distros, genre là, entre j'ai un Black Arch avec tout ce qui a été setup de base et j'ai un Arch Linux, genre un Antegros, quelque chose. Si juste je rajoute tes dépôts, ça marche, ou il y a quand même beaucoup de customisation fait en amont qui fait qu'il va manquer pas mal de choses, pas mal de, je sais pas, autogestion de clés, autocomplétion. Est-ce qu'il y a la vraie full expérience ou vraiment c'est un peu Black Arch, sinon ça fait rustine si on rajoute du Black Arch sur un Vanilla? Non, t'as quasiment la full expérience parce qu'en gros ça va être comme Arch Linux, etc. Ça va venir sur Arch Linux, t'as un package Arch Linux Keyring avec toutes les clés PGP des devs d'Arch Linux. Donc là c'est pareil, tu vas avoir une fois que tu as le repos, en fait, tu vas avoir un package Black Arch Keyring où tu auras toutes les clés PGP de tous les devs Black Arch, etc. Donc, enfin, tu auras vraiment tout pareil. La seule truc que tu n'auras pas, en fait, c'est tout les petits bonus, entre guillemets. Donc, par exemple, si tu as l'ISO Slim, je crois que c'est l'environnement graphique qui vient dessus, c'est un XFCE qui est un peu custom avec des wallpapers et un thème et patati patata. Donc en gros, si t'as ta Arch et que t'installes les repos, Ouais, t'auras juste pas le petit thème et des trucs comme ça, mais et il y a un truc pour ajouter des petites catégories dans le menu et voilà, mais ouais, je vois, rien ça de reste bien. fully functional. Voilà. Donc après, je préviens juste le petit bémol pour ceux qui sont sur Manjaro, c'est que du coup Manjaro, ils sont pas basés sur les repos de Arch Linux avec des trucs en plus, comme font plein de distros basés sur Arch. Eux, c'est vraiment, ils ont leur propre repository et où ils ont des divergences non compatibles avec Arch Linux, des outils qui sont compilés avec des flags différents. Ils sont pas en rolling release, ils sont en moitié rolling release, moitié stable release, donc ils font une mise à jour genre une fois tous les 15 jours ou un truc comme ça. Donc c'est possible que tu as des versions sur Manjaro, c'est pas les mêmes que sur Arch, etc. Donc là, c'est vraiment Black Arch, du coup ça se base sur Arch Linux. T'aimes pas le Donc c'est concept de garanti, rolling stable candidate? pas voilà, donc on va dire que c'est garanti compatible avec Arch Linux. Après Manjaro, il y a rien qui est garanti, hein. Hum, hum, hum. Je vois. Et puis bah tant qu'on est là, c'est vrai que normalement Arch Linux c'est du 86-64 bits uniquement comme architecture supportée. Et que du coup Black Arch supporte aussi ARM. Du coup ceux qui ont un petit Raspberry Pi avec
un Arch ARM dessus, bah vous pouvez ajouter les repos de Black Arch. Et du coup, Et ça, ça ça se c'est gère cool. comment à votre niveau? C'est si la personne qui gère le paquet en amont a prévu 3 flavors, vous faites un stub pour installer les bonnes flavors, les bonnes gestions d'arche, ou c'est, je sais pas, émuler à un certain niveau, ou juste best effort? Parce qu'il y a plein de tools qui gèrent pas autant de niveau de granularité sur l'arche, non? Bah en fait, on le verra peut-être un peu plus quand je montrerai les PKG build et tout. C'est qu'en gros, l'idée dans les PKG build, tu vas définir l'architecture que tu supportes et donc en fait par exemple pour un truc qui est un langage interprété basé avec un interpréteur compatible avec toutes les plateformes, genre je sais pas par exemple Python, bah tu vas mettre et que c'est un truc qui est en pur Python et tout, tu vas mettre architecture any. Et en fait, peu importe l'architecture, l'outil va fonctionner dessus, quoi, en gros. Et après, pour tout ce qui est compilé, bah, en fait, tu vas mettre, par exemple, x86-64 et tu vas mettre Arch V7 ou je sais pas quoi Mhm. pour ARM. Et donc, du coup, après, potentiellement, tu peux donner des instructions de compilation différentes en suivant les architectures. Tu as potentiellement donné un hash d'intégrité différent pour chaque architecture, etc. Et donc après, le package il sera compilé pour chaque architecture supportée. Ouais, puis ça fait un nombre incalculable de recettes. T'as plein de recettes par outil, par arche, par nombre de bits par proco, plus les flags qui vont forcément, t'as forcément des dépenses mal pinées, des trucs comme ça. Comment vous faites pour avoir un système de test ou un système pour maintenir tout ça de manière homogène sans crouler sous le legacy en fait, vu le nombre d'outils supportés? C'est vite infernal, non? Du coup, c'est infernal. Après, du coup, c'est pas une industrie. Il n'y a pas une grosse boîte avec des gros budgets ou quoi derrière. Donc, en fait, il y a un peu c'est un peu du best effort. Donc, c'est-à-dire que de toute façon, c'est vrai que il y a certains outils qui sont un peu, qui sont pas forcément hyper bien maintenus, mais qu'on garde un peu en termes d'archives. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont pas forcément, enfin, qui ont des features un peu uniques ou des trucs comme ça. Et donc après, ça se base beaucoup sur les outils que personne n'utilise. Peut-être qu'ils sont pétés et peut-être que personne le sait parce que personne les utilise. Mhm. Et les outils que tout le monde utilise, bah, s'ils pètent, il y a quelqu'un qui va ouvrir une issue et va remonter, on va le fixer. Et nous, on n'a pas une infra où on a écrit des tests unitaires pour chaque package, pour chaque Ah, architecture, soit ça, soit sinon, vu que vous avez déjà le etc., etc., concept quoi. de frais sensi pour savoir si est-ce que l'outil utilisé récemment, est-ce qu'il est fonctionnel, sinon il y aurait une issue, ça pourrait avoir le coup de mettre un peu de télémétrie pour dire, bon bah tiens, on sait qu'on a 300 outils, chaque fois les 30 ou les 50 les moins utilisés, bah, une fois par an on est crème. Si tu vois qu'il y en a qui se sont lancés 2-3 fois par an, ça vaudra ni les gigas pour les installs un peu wide, ni le temps de debug pour les maintainers pour se focus sur des trucs plus utiles. Peut-être un peu de télémétrie, malgré, tu sais, soit en opt-in, soit en opt-out pour qu'il y ait un peu plus de résultats, ça pourrait, hein. Bah, je pense que ça doit pouvoir se faire en opt-in, parce que par exemple sur Arch Linux, t'as un package qui s'appelle pkgstat, Ouais. et quand on voit du coup des statistiques juste sur les paquets que t'as installés, pour en gros juste avoir des stats sur quels sont les paquets les plus utilisés. Donc assez anonyme et pas, enfin c'est pas trop intrusif quoi. Ouais, ouais. Donc je pense qu'il y aurait moyen de faire un peu la même chose que les gens qui veulent remonter Ça pourrait être sympa, ça, hein. ça pourrait être fait. C'est pas le cas pour l'instant, mais ça pourrait être fait. Franchement, je m'étais vraiment posé la question, excuse-moi, je rebondis là-dessus. Vas-y, Moi, vas-y. tu vois, pour bypasser le parser, à un moment, j'ai vu que le tool avait pris 700, 800 stars, et tu te dis, bon, en vrai, je suis un gentil gars, je fais de l'open source et tout, mais bon, déjà, ce serait super drôle de juste mettre petite commande pour faire flipper les gens. Un truc qui ne fait rien, juste à tuer écho en mode attention, j'ai fait ça, ha ha ha. Ensuite, tu dis non, je le fais pas, ça va faire un bad buzz, c'est juste une idée très très conne, bien qu'un petit peu drôle. Mais juste mettre un curb pour savoir euh, où dans le monde ton outil est utilisé,
Peut-être pas des hostnames, mais je sais pas ce qui pourrait être intéressant comme stat. Genre juste savoir quelles sont les versions de Python utilisées pour un outil donné, quelles sont les zones géographiques. Savoir par exemple si ton outil il a été repris dans des zones de conflit pour faire de la merde ou s'il a été repris plutôt dans des pays classiques pour faire juste du pentest. Parce qu'en soi, tu vois, si on se rend compte qu'un outil ou qu'une distro qu'on maintient est utilisé que dans des cas ultra shady, de mon côté, ça remettrait clairement en question le fait de vouloir les maintenir et les mettre en open source. Hmm, Mais d'un autre côté, est-ce qu'on a le droit de ouais. collecter comme ça facilement de la data? Well. Euh, ouais, je sais pas. Après, Je on sais peut pas, aussi je me suis prendre pas le trop parti posé la question là-dessus. scientifique. On peut aussi juste se dire, moi je maintiens, je fais ça et les politiques feront de la politique. Tu me dis si je t'embête, hein, vraiment, il y a. Ouais, non, je sais pas, j'ai pas de réponse à cette question-là. Honnêtement, c'est vrai que là, vraiment, ouais, je fais plus de l'open source pour faire de l'open source, tu vois. Je me suis pas forcément. Après, enfin, tu vois, pour moi, les outils de sécu, enfin, c'est comme un couteau, quoi. Genre, il y a des gens il y a une majorité de gens qui vont tartiner du Intel avec, et il y a une minorité de gens qui va s'en servir pour tuer des gens, tu vois. Ouais, mais du coup, si c'est Donc comme un après, couteau, on va pas commencer à se dire à loguer des adresses IP pour les géolocaliser, pour savoir que si c'est utilisé en Iran pour faire une APT, du coup on va supprimer le package ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu. je suis d'accord, non, mais je dis juste que la question se pose. Je dis pas que j'ai non plus une réponse à l'approche, à ce qu'on devrait faire et tout, hein, parce que ce serait bien, ce serait bien déjà, ce serait top. Mais le problème, il est ultra complexe. Mais juste, moi, je serais quand même intéressé de choper des stats, que tant qu'on n'a pas la donnée, on n'en fait rien. Mais après, de l'avoir, ça doit ouvrir pas mal de possibilités sympas. Après, Du genre, est-ce que ton outil est utilisé, est-ce qu'il fonctionne, ou est-ce que le dernier lancement a eu un start un peu chelou? bah, pour l'anecdote marrante, donc pas sur Blackarch, mais genre sur mon blog perso, j'ai un truc d'analytics, mais c'est pas du Google Analytics ou quoi, c'est un Mhm. truc une analytics anonymisée, donc enfin il n'y a pas de fingerprint des gens ou quoi que ce soit. C'est juste pour remonter les pays et les navigateurs. Et un truc qui est open source en plus et tout. Et du coup, en fait, avec le démarrage en fait, avant le début de la guerre en Ukraine, genre, en fait, je sais pas, 40% des gens qui venaient sur mon site, c'était des IP des États-Unis. Il y avait, je sais pas, peut-être 20% c'était des IP françaises, etc. Ok. Et genre, une semaine après le début de la guerre en Ukraine, en gros, il y avait 40% du trafic qui venait de Russie, 40% du trafic qui venait d'Ukraine et 10% du trafic qui venait de tout le reste. Donc je t'ai dit en mode, il y a vraiment des gens qui sont sur mon blog en train d'essayer de trouver des trucs, Ouais, ça a chauffé très vite à des endroits très spécifiques, quoi. alors qu'à 99% c'est des write-ups de CTF. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent dans la vie réelle qu'ils trouvent dans des write-ups de Je sais CTF. pas, il y a plein de box de la vie réelle qui ressemblent clairement à des machines de CTF. Donc voilà, enfin, c'est pour la petite anecdote sur les analytics. Nice. Bah, je vais confesser aussi, il y en a sur Synclofshare. Don't try me, ils sont pas à jour, mais ils sont là, ils sont fonctionnels. Ils log. Et merci Brightlights Bah pour le petit lien Pawn by Norage. Si t'as chopé dans les bookmarks, il y a souvent des trucs très intéressants. Et le design est plutôt pas dégueu, hein. le On n'est pas truc là que pour j'ai juger. mis, ça met un peu du temps à charger, mais c'est ça, c'est counter.dev. Hmm. C'est un truc open source et en fait vous avez juste un cookie en mode genre track égale 1 ou un truc comme ça, juste pour dire qu'en gros pour les vues uniques, pour dire qu'en gros vous êtes déjà allé sur le site et que vous soyez pas recompté plusieurs fois comme visiteur unique ou un truc comme ça. Et c'est tout quoi. Il y a pas de tracking quoi. Donc c'est assez nice. Le mec est un good guy même dans la partie analytics, quoi. C'est beau. Ouais, je voulais pas mettre un Google Analytics, tu vois. Ouah, enfin quoi, bon, je sais pas, moi j'ai give up. C'est à partir du moment où c'est partout, bon, un de plus, un de moins, who cares. Enfin voilà. Euh, du coup, après, j'allais passer sur une petite partie sur les stats. Donc, du coup, le repos en principal, on va dire, de Black Arch, bon, c'est 566 forks, 2600 stars, etc., etc. Je crois qu'au total, j'ai compté 98 contributeurs. Solide. Euh, Sur combien d'années? après, du coup, depuis 2009, pardon.
de 2009-2023, ça nous fait 14 ans, si je sais compter un peu. Solide. C'est beau les projets comme ça qui durent quand tu vois le taf que c'est de maintenir quelque chose, de le voir grossir et le. Tu sais, c'est un peu de burden. Genre juste en permanence, tu te dis, tiens, il y a tant de paires qui sont rayées, faudrait les trier et tout. T'as pas le syndrome un peu de la tâche non accomplie avec les 120 issues. Après, c'est un projet, t'es pas le main. Enfin, peut-être que t'es le main. Ouais, après, en fait, là, les issues, c'est pas comme un projet où c'est une app, tu vois, et où Mhm. les 120 issues, c'est 120 bugs, tu vois. Genre là, sur les 124 issues, il y en a 90, c'est en mode, est-ce que tu peux rajouter tel ou nouvel outil, tu vois. Ok. Donc tant qu'on ne l'a pas rajouté, enfin, je veux dire, c'est pas, voilà. Euh, on fait ça quand on a envie et quand on a le temps, et évidemment, je priorise plus les trucs qui m'intéressent ou que je vais utiliser que les trucs obscurs qu'il y a potentiellement que la personne qui l'a demandé qui va l'utiliser. Normal. Donc Question piège. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un espèce de pay for your feature du genre, vous êtes là, vous faites le travail en partie en open source gratuit, mais si des gens veulent avoir un outil intégré rapidement dans la mainline, mettre un petit billet égal financer l'open source, mais être traité, être reçu avec un peu de priorité. De la QoS. Est-ce que vous avez de la QoS sur vos PR? non, je crois que c'est le fonctionnement de Issue Hunt où en fait tu rajoutes ton projet sur Issue Hunt et où en gros les gens après il y a un petit bot qui vient commenter sur les issues sur GitHub et du coup effectivement les gens ils peuvent tips je sais pas 20 € sur tel issue parce qu'ils veulent que tu rajoutes tel outil ou que tu corriges tel bug ou que tu fasses je sais pas quoi. Et comme ça, toi, tu priorises les trucs où il y a plus de tips ou des trucs comme ça. Donc, c'est des trucs possibles. Mais là, en soi, Black Arch, c'est vraiment un truc, il y a zéro financement. Donc, je crois qu'il y a un wallet Bitcoin sur le site. Où si vous regardez l'historique des paiements, genre, il y a eu 3 dons et il y en a pas eu depuis genre 5 ans ou j'en sais rien. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et sinon, il y a vraiment zéro sponsor, zéro rien. Donc, en même temps, enfin, on va pas se plaindre de pas avoir d'argent parce qu'on n'en demande pas. Donc je pense que c'est le grand chef Noptrix qui paye l'infra de sa poche. Ah, c'est rude. Et voilà. Bon bah du coup, n'hésite pas à balancer un petit lien de don dans le chat parce que payer, enfin quand tu sais le temps que ça représente, c'est vraiment quand même des gens qui mettent volontairement un op sur des thunes directement parce que c'est un nombre d'heures. Quand on regarde le nombre de d'add-ons qu'il a fait et de removal, tu sens le taf qu'il y a derrière, même si les lignes veulent pas tout dire. Hein. Coucou Java. Et du coup, quelqu'un qui donne du temps, c'est son choix. Quelqu'un qui se met à donner de l'argent pour maintenir une infra, moi ça me chagrine un peu. Donc voilà, s'il y a des utilisateurs, n'hésitez pas au moins à faire la pub du projet et potentiellement à se prêter quelques dollars. Bah attends, je sais pas si c'est en pied de page. Ou je sais plus, bah tiens, il y a un bouton donate sur le site web. Je suis en train de Je vérifier. pense que. Ah, il y a un PayPal aussi. Et il y a une adresse Bitcoin. Vas-y. Et vous voyez, il y a l'historique, le C'est dernier envoyé. don, c'est 20 $ en 2018. Ah oui, il y a vraiment. Oh la tristesse, la tristesse. Après, c'est que des noms d'Anonymous. Tu sais, c'est vraiment le côté. Il y a, Quasiment. il y a un Quasiment. mec. Ouais, et sinon c'est anonyme. Quasiment. Eh, bon, on le savait, on le saurait si on pouvait vivre de l'open source. Si on pouvait en vivre, Poda serait millionnaire avec ses 8000 projets maintenus Ah, en parallèle. spoil pas tous les débats open source pour la deuxième partie. Ouais, ouais, c'est ça. On peut s'épargner un peu. Donc du coup, retour aux stats, c'est du coup 23 000 commits. Toujours plus de commits. En fait, je me posais la question même après la taille, parce que la taille, enfin forcément avec l'historique, après tu commences à avoir des repos de plusieurs centaines de mégas. Ouais, ouais. Je me dis, est-ce qu'il y a un moment où il y a des gros projets comme ça, au bout d'un moment, ils font un espèce de hard reset pour garder, je sais pas, les 1000 derniers commits et puis T'as pas le, forcément le... ça, par contre, tu finis par avoir des splits, et donc tu as un ancien monolithe et t'as plein de projets qui s'incluent les uns les autres et une refonte, quoi. Mais franchement, faut y aller, hein, parce que je sais que Google, ils ont leur espèce d'outil de monorepo à partir de. Enfin, en tout cas pour Android, j'ai l'impression que ça y a switché à partir de 70 gigas, peut-être un peu avant. Mais c'était déjà énorme, quoi. C'est pas fait pour faire des gros diffs et du stockage de gros fichiers, mais l'algo, il tient.
L'algo il tient. C'est juste sacrément lent. Parce que je crois que c'est ça, genre Kali, je crois que sur leur GitLab auto-hébergé, je crois qu'ils ont un repo par outil, quoi. Ouais, bah évidemment, t'as plus le choix en fait. Si t'as tout dans le même repo, le simple fait de faire un git clone sur je sais pas, de la CI GitLab ou GitLab Action, t'as les artefacts qui arrivent trop gros. Donc soit ils sont pas en cache donc tout est lent, soit ils sont en cache mais ça finit par faire péter la CI du passage d'un bout de CI à l'autre parce que les artefacts sont plus stockables. Enfin c'est si t'arrives dans certaines scales, tu finis par être vraiment emmerdé dans tous les sens et tu peux plus y faire grand chose. Après, pour les gens qui veulent pas travailler dessus, mais juste git clone pour avoir une copie ou quoi, tu fais le moins moins. Module. Non, non, mais c'est Subproject. pas def, c'est je sais plus c'est quoi l'option là. En gros, pour dire tu copies juste le dernier commit et tu me récupères pas tout l'historique. Ah oui, oui, tu peux. Mais soit ça quand t'en as un gros, soit quand t'en as plein de petits, bah tu te débrouilles pour cloner le gros et dire, j'ai plus le flag en tête non plus, mais le include submodule pour récupérer le git main et tous les sub-repos Hmm. Ouais, ouais, ouais. affilés. Sinon, tu fais comme tout le monde, hein, tu retournes sur Mercurio, là, pas de problème. Je connais pas assez pour dire. Moi non plus, c'était juste une pique sans aucune connaissance. C'était gratuit. Donc là, du coup, ça sur GitHub, ça totalise 1600 pull requests. Donc merci à toutes les personnes qui ont déjà fait une pull request. Puis 2400 issues, voilà. Bah, on peut passer à regarder un peu à quoi ça ressemble les PKG build. Donc pour les gens qui seraient curieux par exemple de vouloir contribuer ou quoi, on a un repository public qui s'appelle blackarch-pkg builds où on a des templates un petit peu pour chaque technologie pour avoir une espèce de base. Donc le join script c'est un peu les trucs qu'on va faire tout à la main. Le Git c'est parce qu'en fait la plupart on a fait le choix que la plupart en fait des outils, la manière dont packager en fait pour ceux qui ont l'habitude de Arch, enfin de la UR, dans la UR ils vont voir qu'il y a souvent des packages avec le nom de l'outil et puis des packages avec le nom de l'outil-git. Parce qu'en gros, le truc basé sur le nom de l'outil, ça va récupérer une release, souvent basée sur un git tag ou un truc comme ça. Et donc l'idée, c'est d'avoir tout le temps des versions stables de l'outil. Et puis le -git, c'est d'avoir le dernier commit de l'outil. Donc on git clone et on récupère le dernier commit de la branche master, quoi, en gros. Et en fait, il se trouve que dans les outils de sécu, c'est pas des gros projets bien propres, bien trucs, bien machin. Et qu'il y en a beaucoup où en fait bah il y a tout simplement pas de release. Il y en a d'autres où des fois il y a une release au moment où l'outil il est créé ou des choses comme ça. Et l'outil il est toujours maintenu, il y a des commits toutes les semaines, mais 5 ans après il n'y a jamais eu une 0.1. Et du coup en fait si on se base juste sur la dernière release, on a un truc complètement outdated qui marche plus, etc. Donc en fait, la plupart du temps, pour la plupart des outils, on va faire un package style.git pour aller tout le temps récupérer la dernière version. Et puis on n'est pas en train de faire tourner des business en prod enfin c'est des outils pour faire du test en gros quoi. Donc c'est pas, on n'a pas un besoin de stabilité forcément énorme. Est-ce que vous êtes posé un peu du côté des objets, des tools du genre ASDF et RTX? Parce que moi, c'est un truc dont je suis ultra fan, vraiment, je suis friand comme jamais. Et là, je vois que c'est des manières pour gérer tout un tas d'outils qui peuvent peut-être déjà être gérés par des package managers alternatifs qui font bien le taf. Du coup, est-ce que vous essayez de tout reprendre avec les docs d'install initiales recommandées vanilla des Git, ou est-ce que vous prenez des cookbooks un peu déjà faits? Euh, Ni l'un ni l'autre. En fait, bah, ASDF, enfin, j'utilise en perso beaucoup Mhm. pour le dev, la R&D, les recherches et Pas tout. encore switché à RTX? Bah, j'ai regardé, mais le problème c'est qu'il supporte genre deux langages quoi. Non, non, RTX il fait tout. Et maintenant il fait, enfin je veux dire il est cross-compatible à SDF, il fait tout ce qu'ASDF fait avec la gestion de la passe en mieux faite. En moins relou. Ok, bah, Mais ça a beaucoup bougé dernièrement. j'essaierai. J'avais été, voilà, franchement toutes les requêtes, merde, toutes les recettes ASDF sont compatibles. Ok, donc j'avais peut-être pas compris que c'était compatible avec ASDF du coup. Ok. Enfin,
Et là, du coup, pour ta question, en fait, oui, on va pas potentiellement suivre la doc d'install en gros, mais souvent en fait c'est un peu, enfin souvent il n'y a pas forcément de doc ou quoi, donc c'est un peu du reverse engineering. Donc si je prends l'exemple d'un package Python à l'ancienne, un peu avec du setup tools et tout, bah, en fait je vais aller lire, hop, je peux montrer un exemple. Je vais aller lire par exemple le fichier request par exemple requirements.txt pour voir un peu c'est quoi toutes les dépendances. Checker en fait si elles sont déjà packagées dans Arch Linux ou dans Black Arch. Pour voir s'il y en a qui sont pas encore packagées, parce que du coup à ce moment-là il faudra aussi packager les dépendances. Après du coup en fait je vais faire mon petit, comme ça, mon petit PKG build un peu naïvement. Je vais le build dans un environnement, on verra tout à l'heure, dans un environnement clean, où il y a rien de préinstallé. Donc en fait, par exemple, ce qu'il y a souvent, c'est que les mecs qui font leurs outils, dans leurs dépendances, ils oublient de déclarer, par exemple, Python request. Ou Python setup tools, parce que en fait, eux, ils l'ont déjà installé pour 1 million d'autres dépendances. Et donc même s'ils l'ont pas déclaré comme dépendance, bah, dans le setup.py ou dans le truc, ça va pas bugger parce qu'en fait ils l'ont déjà installé sur leur système. Mais quand tu pars d'un environnement clean où il n'est pas installé, tu vois bien que tu as une erreur et que ça marche pas. Donc il y a un peu de debug comme ça en mode quand il manque des fois d'avoir besoin de rajouter des dépendances qui sont pas déclarées et tout ça. Et puis voilà. Et du coup, après, pour des outils par exemple comme CME, NetExec, etc., où il y a 1 milliard de dépendances, que les dépendances elles sont pinées sur des fois sur des anciennes versions ou des trucs comme ça, et qu'ils sont très 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 lents à mettre à jour vers la dernière version du truc, et que du coup Arch Linux c'est du rolling release, donc c'est fait pour avoir toujours la dernière version de l'outil et pas pour avoir 40 versions d'installer en parallèle. Ouais. Du coup, à ce moment-là, on passe effectivement sur les outils comme ça complexes à gérer qui seraient un enfer. Autrement, en fait, à passer sur de l'installation dans un environnement virtuel. Donc, on essaye de limiter au maximum parce que évidemment, si vous avez 500 outils en Python qui utilisent Python Request, bah, c'est mieux d'avoir une fois la bibliothèque sur votre système que de l'avoir 500 fois dans 500 environnements virtuels avec 500 installations de Python. Ah, c'est plus léger, mais après, la stabilité, quand tu te mets à avoir plein d'outils qui pètent à moitié parce qu'il y en a un qui a des requirements minimum à la 3.8 et t'en as plein qui ont du maximum à la 3.6, et ben. Il Bah y a les voilà, contraintes, il y a les contraintes. on fait de l'arbitrage et clairement sur Arch Linux, c'est ce qu'ils font aussi. Il y a tout un tas d'outils, la plupart, la quasi-totalité, où ils mutualisent. Et puis pour des dependencies L, genre Metasploit, où il y a genre 1 million de trucs, bah hop, c'est du virtuel parce que sinon c'est immaintenable. Ah, Metasploit, Donc voilà, c'est dans un Docker, Metasploit. Sinon, c'est chiant. donc c'est de l'arbitrage, totalement, voilà. Voilà, après, bon, il y a un petit sur l'Arch Linux Wiki, un petit truc sur le PKG Build qui donne tout un tas de bonnes pratiques, donc pour les gens qui seraient envie de contribuer, un petit pointeur documentaire. Ça donne les bonnes pratiques ou ça donne aussi vous voulez implémenter un nouvel outil, regardez ça, 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 testez ça et ensuite faites la paire. Genre, est-ce qu'il y a vraiment un guide de how to contribute? Ou est-ce que c'est juste plein de nits qu'on trouverait dans le Arch Linux Guide classique? Ouais, non, c'est le classique là, Euh, c'est pas du tout un. Vous avez pas du tout de flavor Black Arch. Voilà, non, tellement. parce que en gros, du coup, on va suivre un peu les mêmes recommandations, Ok, parce que ça reste quand même ça se tient. sensiblement la même chose. Et du coup, après, ce qui peut changer, enfin, le truc qui est rajouté, du coup, c'est il y a les groupes. Du coup, à chaque fois, il y aura toujours Black Arch, parce que 100% des outils, du coup, seront dans le groupe Black Arch. Il n'y a que les dépendances qui sont pas dedans. Et puis après, essayer de rajouter les bonnes catégories par rapport à ce que fait l'outil. Donc Fuff, il va être dans Web App et dans Fuzzer. Et voilà, après, tout le reste, c'est pas spécifique à Black Arch. Après, tout le reste, c'est du packaging Arch Linux classique. Ok. Donc pas forcément besoin de rajouter un. Il va y avoir juste l'espèce de copyright en haut et c'est tout quoi. Voilà.
Est-ce que la distrib est la documentation avec les quelques repos concernés ou est-ce que à chaque ajout d'un tool, il y a un petit travail de documentation qui est fait ou juste vraiment le genre distro encode harddoc et de temps en temps vous mettez un changelog de ce qui a été modifié? Non, non, il n'y a pas de doc dans ce sens-là. Il n'y a pas vraiment non plus de version non plus de Black Arch, donc il n'y a pas forcément de changelog. Bah, de même manière qu'il n'y a pas de changelog de Arch Linux en mode on a ajouté ça cette semaine ou je sais pas quoi. Enfin, c'est au fur et à mesure. Après, c'est juste il y a une date dans l'année, on fait tiens, on va faire un nouvel ISO et pof. Ouais, ok, Ah, donc c'est full arbitraire, il y a pas. Bah, il y a quand même un système de tiens, on a rajouté tant d'outils, donc on pense que maintenant c'est une nouvelle main, non? Vous n'avez pas forcément de breaking change vu qu'une distro reste une distro, si ce n'est peut-être si il y a des gros changements, genre les serveurs graphiques comme il y a en ce moment sur Ubuntu 20 ou 22, qui sont nécessaires mais un peu relous. Bah non, non, ça reste du rolling release, donc c'est du fur et à mesure. Après, Arch Linux, je crois, eux, ils font un ISO tous les mois. Bon, nous, la fréquence, c'est plutôt un par an. Donc, euh, donc après, il y a juste une préparation par rapport à la release d'un nouvel ISO, de tout bien, check que tout marche bien, de mettre à jour le maximum de trucs, de corriger le maximum de trucs pétés Hmm, avant de la publication de évidemment. l'ISO, mais c'est tout quoi. Il est lourd le C'est tout. process pour build l'ISO et release ça derrière? Bah je sais pas trop, c'est pas moi qui s'occupe de cette partie-là. Ok. Mais je sais qu'à chaque fois, entre le moment où on dit tiens, on va faire un nouvel ISO et le moment où il y a un nouvel ISO qui sort, en général, il se passe 1 ou 2 semaines quand même. Donc c'est pas 5 Bah, minutes, ça quoi, va, en vrai, j'imagine. 1 ou 2 semaines pour une grosse release en partant de juste la dernière fois que vous en aviez fait une, donc sûrement des petits trucs à améliorer, à fixer. Je sais pas, tu vois, j'aurais vraiment cru que pour un projet d'une telle ampleur, derrière, il y avait un petit bout de CI où quand il y avait une configuration faite, ça s'est automatisé un build, au moins un coup de KVM pour voir que ça boot. J'aurais pensé le truc overkill pour des gens qui aiment bien pousser le vice, quoi. Ouais, ouais, je sais pas. Après, je pense qu'ils testent, ils testent un peu les ISO sur différents OS et tout, mais enfin sur différentes architectures et genre typiquement sur un Mac ou je sais pas quoi. Mhm. Mais ça reste, enfin ça reste pas, enfin on n'est pas à l'état de l'art du DevOps, du test et de tout un tas de choses. Parce qu'en fait, ben, on n'est pas beaucoup non plus, donc on peut pas. Ça fait déjà beaucoup de trucs à faire sur le temps libre, donc après, Classique. Classique. Comment voilà. ça se passe quand il y a un maintainer très actif, omniprésent, qui a les mains partout, qui décide de partir, ou même si on ne le souhaite pas, à qui il arrive une bricole? Comment est-ce que la rotation se fait? Est-ce que vous avez beaucoup de canaux de communication les uns entre les autres? Est-ce qu'il y a un peu d'overlap ou de backup si, tu me diras, il peut y avoir un gros fork hein, le jour où il se passe quelque chose. Mais voilà, est-ce que c'est des cas qui ont déjà été pris en compte? Déjà qui sont déjà arrivés peut-être? Oui. Bah en gros, là, comme vous pouvez voir, je suis sur la page des contribs. Donc en gros, dans les 98 contributeurs, il y a tout un tas de gens qui ont fait une PR 1 ou 2 fois ou des trucs comme ça. On voit clairement qu'il y a des gens qui ont, par exemple, comme Archet, qui a énormément contribué en 2013 et puis après qui a arrêté. Ou, ou Eduardo, là, qui est parti plus récemment, en 2022, etc. Qui était un gros contributeur aussi. Et voilà, et en fait, sinon, on est 4 ou 5 à être un peu actifs. Et il y a surtout Noptrix, le grand gourou. Et clairement, si lui il part, il n'y a plus de Black Arch. Enfin, c'est clair et net. Déjà, c'est lui qui a les clés de l'infra. Il y a plein de trucs, il n'y a que lui qui a, que lui qui sait. Et c'est lui qui passe clairement le plus gros de son temps. Et enfin, tout repose un peu sur lui, c'est un peu le nœud central. Donc, clairement, analyse de risque, le SPOF, il est là. Ok, donc concrètement, c'est quelqu'un qui était ultra au taquet, qui a dit je vais faire ma distro avec mes outils. By the way, je peux la release pour que des potes puissent l'utiliser. Et au final, il a continué à maintenir sa distro avec des gens qui ont dit ah, elle est quand même vachement bien, on va y contribuer un peu et continuer à en bénéficier. Donc c'est ça. Donc C'est après, lui qui est à l'origine vraiment du projet? bah non, je pense pas, parce que du coup, 2009. ouais, 2009, donc il devait y avoir d'autres personnes avant que ça soit vraiment hyper connu, hyper utilisé, tout ça.
En tout cas, lui, depuis Euh, 2013-2014, il s'est chauffé. Depuis qu'il a rejoint le navire, voilà quoi. Ouais. Il est venu, il a mis c'est pas gay, il en a donné à tout le monde, grand seigneur. Ok, qu'est-ce que t'as d'autre à nous dire sur le fonctionnement en interne? Je vois que t'as plein de liens, je sais pas trop si t'as une suite logique ou si t'as fait... Ouais, suite logique. Bah, du coup, en fait, je vois l'heure avancer. Je sais que t'avais dit on cible 23 h. Ouais, ouais. Du coup, est-ce que je finis sur Black Arch et puis pour le reste, Je pense, tant bah, pis, ou je on pense qu'on peut verra une couvrir autre fois, tout. ou Non, on on peut... continue. Hmm. Mhm. Les deux sont tentants. Je pense qu'on peut essayer de déjà finir Black Arch proprement, mais tu sais, si on dépasse de 5 minutes, y a pas de souci. Et l'autre, bah, soit on a le temps, soit ce sera pour une prochaine. Rush pas, y a pas de souci. Au pire, je te vole pour la prochaine veille techno. Ou l'une des prochaines. Bah, Enfin, Black Arch, j'en ai si pas ton pour réseau est d'accord. longtemps. Si ton réseau est d'accord. Ouais. Si un jour où il fait beau temps et qu'il n'y a pas de nuages. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc là c'était un petit PKG build d'un outil en Go, donc après je voulais montrer d'autres exemples pour montrer qu'en gros c'est pas très difficile et en gros ça c'est on va dire c'est du formalisme, genre les variables qui sont utilisées dans les PKG build pour ceux qui connaissent pas du tout Arch Linux. Et après tout le reste c'est des fonctions où dedans c'est du bash en gros quoi, donc y a pas de, enfin c'est pas sorcier, il n'y a pas de grosse learning curve ou quoi pour packager des outils. Et donc après, effectivement, voilà, je voulais donner un exemple avec NetExec, où on voyait l'installation dans un environnement virtuel. Bon, ça met un peu 3 ans à charger. Tant pis, hop, next. Petite remontée dans le chat, il y a Crypto Carthage qui a décidé de faire un don, mais son nom ne s'est pas affiché sur le site. Donc soit il y a un temps de rebuild un peu long, ce que je suppose, soit c'est un bait. C'est un bait au don. Ouais, c'est un baitodon. Bah, je pense que c'est le truc qui est affiché, je pense qu'il est manuel. Ah, genre il y a Je tellement pense pas qu'il... rarement des dons que vous avez pas automatisé le truc. Voilà. Terrible. Ok. Et promis, c'est pas moi qui touche l'argent. Ah bah j'espère que c'est un fra first et derrière les plus gros contributeurs. Ça doit être quoi? Tu dois être top 3 je pense, top 2, top 3. Bah du coup, depuis que Eduardo il est parti, même si en historique il a cumulé plus de trucs que moi, en gros je suis plutôt top 2 du coup. Ok. Dans les gens qui sont actifs aujourd'hui quoi. Ok, ok. Après top 2 avec un très très gros gap avec le top 1. mais voilà. Du coup moi je me suis fait ma petite cheat sheet perso avec des petits conseils, des petites commandes Git par exemple pour supprimer toutes les branches parce que forcément quand on commence à beaucoup contribuer, après on commence à avoir 40 000 branches sur ses repos et tout. Donc la petite requête Git pour supprimer toutes les branches locales qui n'existent plus sur le Non, c'est remote. dangereux. Ah oui, ok, ok, qui n'existe plus sur le remote. Parce que sinon, c'est de la commande dangereuse, ça. Oui, oui, non mais qui n'existent plus sur le remote. Donc en gros, enfin voilà, ou des petits trucs comme ça. Et donc là, je vais pas faire de démo live pour des questions de perf. C'est que du coup, il y avait un des devs qui avait fabriqué un outil qui s'appelait Black Arch DevTools, qui est basé du coup non pas sur Docker mais sur Nspawn, donc un truc de containerisation un peu moins connu. Du coup, qui fait un environnement Black Arch clean, qui va en fait permettre de build un outil dans cette... Donc on se met par exemple dans le dossier qui contient le pkg build, on fait ba-dev-b, ça va build le pkg build dans cet environnement là, clean, et après on va pouvoir l'installer avec -e, mettre une commande qu'on veut lancer, donc typiquement le nom de l'outil et une commande qui fait quelque chose pour tester que ça fonctionne, et le package qui a été build. Et ça va s'installer dans cet environnement-là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet de rapidement se rendre compte s'il manque des dépendances et des trucs comme ça. Parce que si on teste sur sa propre machine, bah forcément tous les Python requests ils vont déjà être installés et compagnie, pour l'exemple. Clairement. VM snapshoté, sinon, ça marche bien. Un peu moins automatisable, mais...
Et ouais, mais pour le coup, c'est vraiment rapide et vraiment bien automatisé et tout. Donc c'est assez cool. C'est dev en Rust pour les amateurs C'est de comment Rust. l'outil? Ah, c'est Black Arch DevTool? Ouais, c'est le repo qui est juste là. Si tu veux Ok, que ok. je le mette Non, non, sur non, Discord, si tu veux le mettre dans le tu peux, mais je chat. pense qu'avec le nom, ils retrouveront. Mais je me demandais si c'est spécifique à Arch ou à Black Arch ou s'il n'y a pas un outil générique qui permette de faire ce genre de test pour des nouveaux paquets qu'on voudrait implémenter, mais vérifier le cloisonnement, quoi. Je veux dire, moi, développeur C++, Python ou autre, souvent je fais des Docker, voire des VM pour vraiment tester que ça marche sur une machine vierge. Mais est-ce qu'il y a une méthode un peu plus générique pour faire la petite boîte magique de test? Euh, Bah, je pense que l'outil peut être facilement adapté vers un truc Arch Linux Generics. Mhm. Après, à voir, parce que comme c'est basé sur Nspawn, en fait, j'ai pas dit tout à l'heure, mais il n'y a pas que des ISO de Black Arch, il y a aussi un OVA, un conteneur Nspawn et un conteneur Docker. En fait, c'est ça que je Mais me demande, c'est Nspawn, genre ouais, H-A-N-D-S-P-O-N-E? non, C'est O-O. NSPAWN, comme ça. Waouh. C'est vraiment un truc de conteneurisation Ah, moins connu, qui est basé Nspawn. sur le. Enfin, en fait, c'est le système de conteneurisation de systemd. Ok, ok, je vois. Je vois. Je vais balancer le lien dans le chat. Parce que j'avoue que je suis pas du tout familier de ce concept-là. Ça permet de Moi, creuser. personnellement, je sais pas comment ça s'utilise manuellement en dehors d'utiliser le wrapper. Faut pas mentir. Écoute, c'est un wrapper au-dessus de Machine CTL. Heureusement qu'on est tous familiers avec Machine CTL. Donc voilà. Système D, Machine CTL. Ok, ouais, c'est vraiment interaction avec Système D. Et ça part dans des fichiers C et .h. Flemme. À creuser un jour. Someday. Et du coup, bah, je vais finir avec Black Arch en disant un petit peu c'est quoi on va dire, les missions d'un maintainer. Donc bah, l'essentiel, ça va être deux choses. Ça va être packager les nouveaux outils qui sortent ou qui sont demandés par la communauté. Et ça va être, dans un deuxième temps, de corriger tous les bugs qui sont remontés ou qui sont liés à une montée de version, une nouvelle version d'un outil. Euh, Après, de manière un peu plus anecdotique, des fois ça demande de réécrire aussi des packages complètement. Par exemple, là je pense récemment à Bluedown, où ils ont totalement changé de stack de technologie, etc. Donc pour l'instant on est toujours sur la version 4, qui était de l'Electron avec du Node.js et tout ça, et la version 5 en fait, qui est totalement réécrite, avec du Go, machin, etc. Donc, Excellent. Je savais pas qu'il avait fait un rework aussi profond. bah en fait, je crois que c'est SpectreOps en fait qui a racheté ou en tout cas récupéré l'ownership de comment de Bluedown. Euh, et du coup, pendant tout un tas d'années, en fait, il y avait qu'une version de Bluedown, celle qui était open source, et voilà. Et donc eux, quand ils ont récupéré ça, je crois que c'est il y a peut-être 2 ans, enfin il n'y a pas si longtemps que ça. Du coup, en fait, ils ont commencé à développer chez eux une version entreprise de Bluedown avec, j'imagine, plus de fonctionnalités et tout ça, qui est vendue et qui est pas open source. Et donc, du coup, bah, ils maintenaient en parallèle, en fait, deux outils différents, en fait. La version Open community, source et premium. du coup, qui était voilà machin, et puis la version, mais qui était pas la même base avec plus de features, mais qui était vraiment deux outils séparés. Et donc au bout d'un moment, je pense qu'ils se sont dit, bah c'est con de maintenir deux outils séparés. Donc en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que voilà, on va faire une V5 et à partir de maintenant, la V5, en fait, le Bluedown Community, ça sera plus un outil à part, mais ça sera une version avec moins de features de la version entreprise. Ce qui se Et tient au donc point de vue temps de maintien, facilité et tout. voilà. Mais bon, il pourrait aussi juste, je sais pas, donner un accès anticipé, mais ne faire qu'une seule version. Mais en vrai, tout ça là, smells like Porchetta, hein. Alors pour l'instant, la nouvelle version, franchement, l'utilisez pas, restez sur la V4. Moi j'ai testé en perso. En fait, la version community de leur outil entreprise, euh,
Au premier abord, ça ressemble, mais de second abord, vous avez plus aucune fonctionnalité. C'est full bug. Il y a tout un fichier de config avec plein de trucs qu'on peut changer, mais la moitié des trucs qui font que l'outil marche plus si vous les changez. Donc ça m'a l'air très très alpha pour l'instant. Donc wait and see. Et pour l'instant, je vous conseille de rester sur la V4. Mais c'est tellement alpha que je vous dis, en fait, par exemple, l'intérêt principal dans Blue Dawn, c'est d'avoir son petit fichier custom queries avec tout un tas de trucs qu'on a chopé un peu partout sur Internet. Pour l'instant, vous oubliez, dans la V5, il n'y a pas de custom queries. Vous avez les requêtes qui sont préparées de base, ou vous avez la console pour écrire des cipher queries à la main. Mais il n'y a plus de possibilité de charger des custom queries. Donc, Ouais, si tu peux gros les données. écrire, si tu peux les mettre à la main, tu peux toujours te débrouiller pour faire un copy-paste, mais bon. Ça Oui, perd un peu. voilà, mais enfin, il y a plein de gros downgrades comme ça en termes de fonctionnalité. Ça a évolué un peu du côté des ingesters? Parce que je me souviens qu'il y avait le Bloodhound Python qui lui tournait sur du Linux, mais avait certains formats qui étaient mal gérés. T'avais un Bloodhound en .NET ou en C Sharp, ouais, C Sharp. Et lui fonctionnait bien, mais des fois fallait le cross-compiler plus bypass d'AV parce que forcément la machine n'était pas très contente. Je crois que ça n'a pas trop changé, c'est toujours plus ou moins le même format. De toute façon, après, je crois que SharePoint c'est vraiment le truc officiel et Blue Dawn Python c'était un truc en mode quelqu'un dans la Ouais, ouais, mais communauté ça qui a fait faisait ça. bien. Bah, justement, Qui marche bien, ouais. je me demande quelle est l'approche qu'ils vont prendre pour la suite. Est-ce que tu auras un peu un binaire à la chiselle avec il te fait le client, le serveur, le café et tout en un seul et en cross, en multi-arch, etc. Ou est-ce qu'ils auront quand même un système un peu différent, plutôt genre comme les scripts de Poda où tu as une version Python, des fois une version PowerShell, plus une version C Sharp pour pouvoir faire ce que tu veux à partir d'où tu veux, mais faut que ce soit maintenu par quelqu'un d'ultra chaud. Non, bah l'avenir nous le dira. Moi, j'ai pas pris ma boule de cristal ce soir. Putain, tu fais aucun effort. Tu viens comme ça en stream et même pas tu nous leaks le futur. Super. Et non, et non, et non. J'espère que j'aurai une anecdote au moins un peu marrante ou voilà, I wish. à défaut de lire l'avenir. Ok. Voilà, après, sinon, forcément, ça va être aussi en truc un peu moins dans les trucs moins fréquents, ça va être de mettre à jour tous les modèles de package et build, de trucs comme ça. Après, des trucs que moi je fais pas, mais que d'autres maintainers font, ça va être justement, on parlait tout à l'heure, de build et de tester les ISO. C'est distribué aussi sous forme de torrent. Donc il y a celui qui va créer les torrents et tout ça. Et puis il y a tout un. J'avoue que moi je suis pas trop shame on me, mais je suis pas trop investi dans le support. Mais en gros, il y a une ou deux personnes qui sont plus investies pour répondre aux gens qui sont un peu débutants et qui posent des questions sur comment on fait ci, comment on fait ça, sur Reddit, sur Matrix, ou par mail même des fois et tout. Ah, je viens de croire qu'il y a tout un aspect communautaire, des issues, il y en avoir un paquet qui pleuvent. Vous avez un système de HL quand même pour voir un peu enfin, qui parle de l'outil. Est-ce qu'il y a des gens qui font un espèce de community management interne? Non, clairement, non, clairement pas du tout. Ok. Et ben, si vous êtes community manager et que vous voulez faire percer la communauté du hacking français grâce à Black Arch, merci de contacter Norage. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui était venu pour faire ça à un moment, mais ça avait un peu viré court. Ça avait rien donné. Donc Ah, non, dommage. non. En vrai, il y a Très quand même bien. un vrai taf d'évangélisation parce que même quand on a un bel outil, une belle distro, si on n'arrive pas à la faire un peu connaître, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. J'en profite, hein, comme un bon stream. N'hésitez pas à partager le stream. Voilà. C'est un peu facile. Plus plus. C'est ça. Et puis à côté de ça, pour finir, bon, il y a le site web. Franchement, n'allez pas voir. Ça fait 1 million d'années qu'on dit qu'il faudrait refaire le site web parce que pour vous dire, en fait, n'importe qui de sain d'esprit dans les années 2020 se dirait qu'on va faire un générateur de site statique ou un truc comme ça. Et non, en fait, à l'époque où ça a été fait, et c'est toujours le cas, en gros, vous voyez, il y a des fichiers HTML. Je sais pas si tu montres quelque Et chose là, on a que ton écran. ouais, non, là je montre rien de particulier. C'est des gros fichiers HTML et des scripts bash pour aller
mettent à jour des trucs hardcodés dans des fichiers HTML. Enfin, c'est horrible. Excellent. Bah c'est bien, en vrai ça fait une petite PR pas trop dure. Ça manque peut-être d'un endroit pour la faire. Je sais pas si vous avez quand même le site qui a été versionné sur Git, mais ça fait un truc pas trop complexe à faire pour faire Ouais, un ouais. vrai ajout utile de migration vers je sais pas, du Coego avec du GitLab CI ou l'équivalent. Du GitLab Action peut-être plutôt. Je marque shell, mais site. Oui, oui, il y a un repo blackarch-site. Voilà. Bah, d'ailleurs, vous voyez, logage majoritaire shell. C'est scary stuff. Scary stuff vraiment. J'ai pas menti. Non, mais c'est horrible. C'est bon, on a fini le site de Black Arch en fiche. C'est bon. Voilà, et après c'est vrai qu'il y a deux trois trucs, donc on a un repos de web shell avec des trucs pas testés, avec des C99 backdoorés dedans et tout, donc vraiment avec un gros disclaimer en mode c'est des trucs réels, uploadés pas ça n'importe où, avec une espèce d'archive de collection de tout un tas de web shell dans tous les langages. Et puis un outil qui est pas mal, euh, qui s'appelle The World List ETL, où en gros il y a un espèce d'index qui map en fait des word lists et puis des sources, donc un torrent ou une adresse HTTP ou un truc comme ça. Et puis qui est catégorisé sous forme de user, mot de passe, fuzzing, discovery, MISC, etc. Et en fait, qui va permettre du coup de chercher des word lists, de les télécharger, de les décompresser et d'aller les déployer dans du user share word list slash password slash username slash fuzzing, etc. Et d'avoir un peu l'équivalent d'un search ploit pour chercher les exploits d'exploit DB. Bah, là, pareil, pour manager un peu toutes les word lists. Donc de temps en temps, bah, y a des petits commits qui sont faits pour améliorer l'outil ou quoi. Voilà. Pas mal. Euh, C'est cool hein, entre les wordlist ETL, les search lists, donc ça c'est pour la partie asset, la partie to search exploit, exploit DB pour la partie exploitation justement, les GTFO bin, les lol bin, les lol bash, les leave of the land driver et tout. Et j'en ai un dernier, c'était quoi? On commence à avoir un espèce d'écosystème pour ressources alternatives qui se fait dans plein de manières différentes. Ah oui, Mino statique aussi pour tout ce qui est binaire statique. On commence à avoir des espèces de petits, je sais pas, une espèce de nouvelle gène de package manager qui sont pas forcément plus complexes mais plus spécialisés pour différentes tâches. ouais. Bon, après on réinvente la roue peut-être, sûrement. Et voilà. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là parce que si je pars avec la deuxième partie, je pense qu'on est reparti pour une demi-heure, trois quarts d'heure. Et ben, en ce cas vendu, on essaiera de faire des tests plus agressifs avec le réseau. On se remet nos têtes pour la fin? Allez, On essaye? Hop, je sais pas si tu peux couper. Bah, je vais fermer l'onglet du je viens de stream. couper ton screen share. T'inquiète pas. Tac. Hop là, de la gestion de vue en live. Extrêmement centré. Bon, quelques galères techniques durant le stream. Merci à ceux qui sont restés. Vous êtes quand même un bon 2 tiers et quelques à être restés malgré les petites complexités. Avec Tout est Norage ma faute, mais accule pas. Tout n'est pas ta faute. On a fait des tests avant, on sait que ça marchait. C'est juste qu'on vit avec le setup qu'on a et t'as fait le choix de vivre la vie austère, sans la fibre. Voilà. Je suis bien content d'être en centre-ville maintenant. Et je. En tant que personne qui a vécu dans la montagne et quand ma maman décrochait le téléphone, mon jeu vidéo se coupait, je comprends ta douleur. Mais moi, Vraiment. c'est pareil, mais en pire, vu que j'ai fait le chemin inverse. Certes, certes. Ouais, mais maintenant, tu vois, en tant que. Je sais pas, avec un peu de connaissances, pentest ou bidouillage, quand j'ai besoin de réseau, je me débrouille pour prendre un VPS, mettre un TMUX, faire de la compression Hmm. entre la machine et moi, et faire tout ce qui est network intensive à partir d'une machine distante. Quand j'étais petit, j'étais niqué. C'est tout. C'est tout. Et Enfin bon, puis, moins de jeux vidéo égale plus de contributions à l'open source, donc c'est tout cadeau pour vous. exactement, exactement. Non bah écoute, je vais aller contribuer au MMR de mes camarades, n'est-ce pas? Merci d'être resté. Semaine prochaine, on a à l'aide de ma mémoire, je sais que c'est full PHP. Nous serons avec Blue Sheet ainsi que Remsio, donc deux cas de Synactive qui font du déglingage de PHP et de framework en général.
On compte sur vous pour être là et faire des choses chouettes. Et merci pour l'accueil fait à Norage et Unknown avec des anecdotes et du taf éprouvant de maintainer. Et une caméra qui ne charge pas. Mec, tu m'enverras un PNG, je vais le mettre dessus comme ça. Et Ouais. bien, merci beaucoup. Merci pour l'invite, Luca. Et puis Avec grand merci plaisir. pour l'attention. Très sympa. Ça m'a fait très plaisir de mon côté. Top. J'espère que tu t'es pas trop embêté pendant la partie Black Arch. Pas du tout, mais c'est très intéressant. Mais j'utilise Windows. Et forcément. Forcément. Le Oh, mec a rien écouté. On verra un jour, il y aura un petit WSL Black Arch et tu vas dire ah en vrai. Il y a déjà un WSL Arch. Il y aurait déjà moyen d'avoir les repos Black Arch. Ouais. Mais bon, j'avoue que c'est pas forcément. Si tu veux être notre testeur repo Black Arch sur WSL Arch, Non, j'utilise Windows pour rester avec Windows. Pas pour émuler ou virtualiser du Linux dessus. Legit. Sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Comme d'hab, on en profite pour faire un raid sur Virtual Labs. On dit quoi? On dit raider? Pour effectuer le raid. Nous allons pratiquer le raid. Voilà, Ouais. c'est envoyé. Passez une bonne soirée. Et messieurs, on se voit tout à l'heure pour le débrief. Des bises. Tchou. Stop streaming. Bye. merci à tous les deux.